Nous vous proposons d'écouter dans un instant une rencontre enregistrée à la librairie Ombre Blanche, vendredi 29 septembre 2023, avec l'écrivaine Sarah Chiche, auteure des livres Les Enténébrés en 2019, prix de la Closerie des Lilas, et de Saturne en 2020, tous les deux publiés au Seuil Éditions. Elle présentait ce jour-là Les Alchimies, son 5e roman, paru au Seuil, en dialogue avec Yves Charnet. Bonne écoute. Voilà, c'est d'autant plus un plaisir d'accueillir Sarah Chiche, qu'on accueille régulièrement, que ce livre Les Alchimies était pour moi un des plus beaux moments de cet été, un des plus beaux moments de lecture. Beau moment de lecture parce qu'il y a tant de choses dans ce livre, tant de domaines, tant de parcours, tant de lumière, tant d'ombre, tant de noirceur aussi, un peu tout de même. On est dans les profondeurs, on est dessus et dessous. Et on parlait tout à l'heure, on évoquait, j'ai l'impression de me faire l'agent touristique, on évoquait votre aller-retour demain à Castres, et on a dans cette immense peinture, on évoquait tous les trois, il y a quelques minutes, qui est la junte des Philippines au musée de Castres, qui a été réinstallée. Voilà, on évoquait cet univers de Goya dans lequel, même dans cette toile, qui est en fait juste une représentation historique, on a un peu ces mêmes choses qui parcourent votre livre, le noir, la lumière, l'obscurité, les oppositions. Voilà. Et vous serez donc demain dans cette ville où il y a ce beau musée que je recommande à tout le monde. Mais enfin, en attendant, vous êtes avec nous, avec Yves Charnet qui conduira le dialogue avec vous. Et je crois que vous avez souhaité, Sarah, un petit moment de lecture pour commencer. Voilà, donc je me tais et je vous laisse le micro. Yves. Je m'appelle Camille Cambon, j'ai 48 ans. Je ne sais pas pourquoi j'en suis venue un soir affalée sur la couette jaune de mon lit, à cliquer sur un mail perdu au milieu de tant d'autres. Tout comme je ne sais plus s'il faut être fou pour devenir médecin ou si c'est bien l'exercice de la médecine qui finit par détruire notre raison. Toute cette histoire restera énigmatique à qui n'accepte pas de s'armer de sa propre part de ténèbres pour aller à la rencontre de ce qui peut arriver aux êtres humains. Mais difficile d'admettre qu'on puisse vivre pendant tant d'années auprès de gens que l'on pensait connaître sans se rendre compte de rien. Mais encore plus difficile d'admettre que le démon de la connaissance peut nous dévorer jusqu'à la folie. Avant, je croyais que chacun d'entre nous vivait dans un monde où la science fournissait des solutions bien meilleures que les dieux et nous permettait d'accéder à la nature réelle des êtres et de toutes choses. Mais maintenant, je sais que non. D'un corps qui perd la tête dans un baiser reçu pour la première fois, de la mitraille des canons bourrés de clous et de chaînes, comme du mouvement de la brosse d'un pinceau sur la toile, il en va de même. Amour, guerre ou peinture vivent leur vie propre. Nul ne sait ce qu'ils vont accomplir. Font de nous ces joueurs qui pensent jouer, puis soudain s'aperçoivent, interdits, ahuris, médusés, que c'est d'eux que l'on sait jouer. Ce n'était pas pire que n'importe quelle guerre, c'était juste la nôtre. Et comme toutes les guerres, elle avait ses désastres, ses princes inflexibles, ses combattants aussi mal préparés qu'intrépides, ses sentinelles nonchalantes, ses idéalistes sacrifiés, ses déserteurs et ses traîtres. Elle était humaine et donc misérable. Mais 2 siècles avant que tout cela n'arrive, le peintre Francisco de Goya l'avait vu. Il avait tout vu. Bonsoir, merci d'être nombreux dans cette journée de juillet 1888 que nous n'oublierons plus. Donc c'est le choix de Sarah et ce presque début du livre et la particularité de ce livre, pour en être à sa 3e lecture, c'est que c'est un livre diabolique qui est fait par couches
Et si vous le relisez, vous verrez que chaque chose que vous avez vue, page 12, page 20, va prendre un autre sens, un sens encore plus profond, page 120, page 140, quand vous le relirez. Donc on pourrait partir simplement de ces lignes et développer et tirer tout le livre, mais on pourrait faire ça avec beaucoup d'autres textes. Alors, avant que Sarah nous pose le cas de cette histoire, puisque c'est de ça qu'il s'agit, je voudrais juste, puisque j'ai eu le plaisir de... Bon, c'est absurde, c'est la troisième fois que j'ai la joie de recevoir Sarah après les Enténébrés et Saturne ici, juste qu'on mesure le trajet à la fois pour parler de ce qui change, et puis vous l'avez entendu, on ne peut pas lire ce livre sans prendre sa part de ténèbres, donc aussi quelques passages secrets, comme dit Sarah avec ses livres. Mais d'abord, l'événement de aller résolument en l'annonçant du côté de la fiction et en la poussant dans le plus baroque, le plus picaresque, le plus foisonnant, et puis, ce que vous dites beaucoup dans votre livre, et notamment pour les scènes de l'hôpital au début, enfin la scène où quelqu'un mord un directeur à la fin d'une réunion catastrophique est juste... Enfin, ce que vous dites de la jubilation d'écriture et, par rapport au noir dont parlait Christian, d'une drôlerie ou d'un burlesque dans la catastrophe que vous avez voulu, qui a été le plaisir d'écriture. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce soir, particulièrement dans cette librairie que j'affectionne tant. Oui, il y avait une envie d'intrépidité, une envie d'aller voir au loin et d'assumer un geste littéraire. Et donc, après le diptyque des Enténébrés de Saturne, dont le matériau était somme toute assez autobiographique, j'ai eu envie de m'aventurer dans les hautes terres de la fiction et du romanesque, justement en proposant ce que j'ai voulu penser comme un roman d'aventure. Avec cette histoire de femme médecin légiste qui, dans un hôpital en pleine crise, va un soir recevoir un mail énigmatique où il est question du peintre Goya et de son crâne, peintre sur lequel ses parents et son parrain, quand ils étaient jeunes étudiants en médecine à Bordeaux, la ville où Goya est mort, peintre qui les a fascinés. Et donc Camille va partir à Bordeaux rencontrer la personne qui lui a envoyé ce mail. Et deuxième partie du récit, récit des origines, sur l'origine du génie de Goya, l'origine de l'obsession des parents et du parrain de Camille pour le peintre, et puis l'alchimie infernale à l'œuvre dans leur amitié de jeunesse. Voilà, donc c'est bien la même tête, mais c'est vrai que pour les Enténébrés et Saturne, c'était des livres qui procédaient d'une nécessité d'écriture, mais ce n'était pas une petite promenade de santé. Il fallait les écrire, ce n'était pas joyeux. Or là, le trajet était absolument tout à fait autre. Il y a eu une vraie joie, une vraie jubilation d'écriture à composer ces scènes, à inventer ces personnages, à les faire graviter dans des mondes, croiser les époques du XVIIIe et XIXe siècle, en passant par le Bordeaux des années 60 jusqu'au au monde contemporain, notre monde de 2022-2023. Vous pouvez parler un peu plus aussi des dimensions comiques parfois ou burlesques, notamment dans la peinture de l'hôpital. Les 30 premières pages sont à cet égard. On arrive dans un service de médecine légale où on fait connaissance avec Camille Cambon et ses collègues, et donc les médecins légistes côtoient la mort au quotidien. Bien qu'on puisse être médecin légiste et s'occuper aussi de victimes vivantes, par exemple victimes de violences sexuelles ou autres. Et là, Camille ne s'occupe que des morts. Elle est médecin des morts. Et donc, on est dans un Goya contemporain d'emblée, où on suit ce personnage-là, mais je voulais pour autant que ce soit tout à fait burlesque et comique, y compris en pastichant volontiers certains codes des séries médicales qui vont de Urgence à Dr House, en passant par Hippocrate, pour camper donc cette femme qui est un vaillant petit soldat de la médecine et ses collègues. Je donnerai quelques exemples, moi, qui me reviennent à l'instant quand on en parle, pour qu'on voit ça dans vraiment les choses extrêmement contemporaines de ce burlesque. Quand tout va mal, qu'il y ait quand même un potage à la tomate qui tombe dans le distributeur, par exemple. Le soir d'effondrement, il y a le potage à la tomate, où rien n'est plus drôle que le malheur, dit Beckett,
quand cette femme, qui était donc une femme admirable par rapport à l'institution, aux soins, à son engagement dans l'hôpital public, comme elle dit, quand cette femme va parler à la mère d'un fils qui s'est suicidé et qui n'a pas d'autre choix pour que cette femme ne reste pas complètement du côté des morts que de manger avec elle une boîte de chocolat fourré alors qu'elle n'aime pas les chocolats fourrés. Alors qu'elle déteste les chocolats fourrés, et c'est toutes ces choses. Il y a une scène où il y a une matinée dans la vie de Camille Cambon, un matin ordinaire de cette femme qui est avec sa fille et qui est formidable en moto. Elle insulte un automobiliste, bouge de là. Regardez cet humour contemporain. On va aller dans les ténèbres, mais c'est une dimension importante. Et je parlais là parce que je sais que Sarah en a beaucoup parlé comme d'une chose différente par rapport à l'écriture des Enténébrés, peut-être parce que le poids personnel des Enténébrés pesait plus sans doute sur l'acte d'écriture que là. Qui est une gravité, mais qui est la gravité de ces personnages, qu'elle soit toujours effectivement doublée de quelque chose de plus bondissant, de plus virevoltant. Et vous citiez l'exemple des chocolats fourrés. Oui, c'est pour montrer comment, dans le plus tragique, en l'occurrence, quand une femme médecin reçoit une autre femme qui a perdu son enfant parce qu'il s'est suicidé, comment le plus burlesque peut aussi se nicher dans ce genre de détails et que l'engagement des soignantes et des soignants n'est pas fait que d'actes visibles et immédiatement spectaculaires. Ça peut consister aussi à s'asseoir sur un banc à côté de quelqu'un et de manger des faux chocolats fourrés juste pour la réconforter, être là simplement. Et donc on est dans le roman social, on est dans l'extrême contemporain, mais dont je me moque à un moment donné, c'est-à-dire en pratiquant le leur, parce qu'à un moment donné, il y a l'irruption, donc Camille Cambon reçoit ce mail où il est question de Goya, et là, c'est complètement... et là, on arrive dans le thriller et dans complètement autre chose. Voilà, c'est pour ça que je voulais qu'on en parle au départ. C'est bien ce que vous avez fait là, Cambon, lui dit son chef de service qui s'appelle Labrusse et dont on ne sait pas encore qu'il est le frère de la grande narratrice de la seconde partie, puisque je vous redis, vous verrez ce livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu et que si vous l'avez vu, vous l'avez commencé à le voir, est constamment piégé comme ça. C'est-à-dire que tout fait sens 3 fois, quoi. Le facteur sonne toujours 3 fois, mais des détails qui ne sont pas des détails, chaque page sonne 3 fois. Alors, on va d'abord commencer par parler de Camille Cambon, puisque c'est un livre, c'est un portrait de femme libre, donc de 2 femmes libres, de 2 générations différentes. Camille, notre contemporaine, Jeanne, la grande voix narratrice là, qui fait lien entre le monde des morts et le monde des vivants, de la génération précédente, que vous avez comparé une fois à Duras, pour dire qu'il y avait des différences. On va d'abord parler de Camille, femme des années 2020, pour citer le chanteur préféré de Juliette Armanet. Elle est vraiment une femme des années 2020. Donc, si vous pouvez nous parler de cette femme, non seulement vaillant petit soldat, mais qui est un homme qu'elle aimait, élève seule sa fille, travaille comme une folle, et des nôtres, et notre contemporaine, avant qu'on voit ce qu'il a relié à ces ténèbres. Portrait de Camille Cambon. Dans mes précédents romans, aussi bien Les Enténébrés que Saturne, les femmes étaient avant tout vectorisées par l'excès, l'hubris, mais du côté de la passion amoureuse ou du côté du deuil. Et là, il me semblait important de proposer complètement autre chose. C'est le portrait d'une femme qui, certes, a aimé, qui a été aimée, mais au fond, avoir quelqu'un dans sa vie est tout à fait secondaire désormais par rapport à ce qui l'aimante vraiment, son travail et le démon de la connaissance. C'est à la fois une femme extrêmement, supérieurement intelligente, on va le dire, très solitaire, mais ne souffrant pas de sa solitude, la chérissant, très vaillante, et en même temps, sur le plan de la vie affective, sa vie affective est assez pathétique. Au fond, je la voulais vaillante, courageuse, mais imparfaite. On la découvre plus tard, dans la première partie du livre, avec sa fille adolescente, Inès. Inès en petit Torquemada, c'est-à-dire en grand inquisiteur qui va tourmenter sa mère et aller la tisonner pour faire surgir ses défauts et lui montrer à quel point elle ne s'occupe pas d'elle, parce qu'elle bosse des dizaines d'heures par semaine à l'hôpital. Elle préfère s'occuper des morts que de sa fille adolescente vivante. Qui ne lui envoie pas dire.
Oui, absolument, absolument. Et puis il y a un ex-mari aussi. On comprend qu'il y a eu un grand amour, qu'il y a eu Thomas, et c'est important que lui soit également médecin, mais que il travaille du côté des vivants, c'est-à-dire puisqu'il est chirurgien cardiaque, qui s'occupe de chirurgie pédiatrique. Et donc, une fois encore, on pastiche les codes des séries, mais pour s'en moquer. C'est un couple qui s'est aimé, puis qui un jour n'a plus pu s'aimer, mais qui s'aime trop encore. On comprend qu'entre eux, tout n'est pas fini. Donc, on est encore dans les dysfonctionnements de l'extrême contemporain. Et puis voilà. Et à un moment donné, tout se fissure. Quand Camille part retrouver la personne qui lui a envoyé ce mystérieux mail concernant Goya et dont elle ne sait pas encore qu'il s'agit de Jeanne, une octogénaire ancienne directrice de théâtre qui a connu ses parents et son parrain, quand elle part dans le train, au fur et à mesure que le train s'avance vers Bordeaux, la mémoire et les souvenirs, vous savez, comme ça, en train, on pense souvent à tout un tas de choses, les pensées circulent autrement, et donc le cinéma intérieur de la mémoire ressurgit. Elle part à Bordeaux avec sur les genoux ce petit livre qu'a écrit son père Pierre quand il était encore jeune étudiant en médecine, un livre qui s'appelle Goya, mystère d'un génie, qui s'est peut-être vendu à 30 exemplaires, dont 20 achetés par la maman de Camille. Mais voilà, un livre auquel il a consacré toute son énergie à s'en ruiner la santé. Et donc, au fur et à mesure, Camille va se souvenir dans quelles circonstances, pour la première fois, son père lui a donné à lire ce livre. C'était sur une plage, un été brûlant, en Espagne, à Valencia. Et 89. Ouais. Juillet 89. Oui, très bien. Bonne mémoire. Et là se transmet. Une fois encore, vous voyez, on est dans la fiction. Par définition, je ne sais pas ce que c'est qu'un père qui lit à sa fille sur la plage un livre qu'il a écrit lui-même. Je me suis dit, ça doit être super chouette. J'ai envie d'écrire là-dessus puisque j'ai jamais connu ça. Donc, allons-y. Voilà. Et donc, on y va. Et donc, Camille se souvient de ce moment où son père lui lit ce livre, lui donne à voir ce livre sur Goya, en même temps qu'il lui transmet quelque chose de ce sacerdoce. Je vois déjà que tu as le démon de la connaissance en toi, hein, et ça, tu verras plus tard, c'est quelque chose qui est supérieur à toute autre chose, et un jour, ma fille, tu seras médecin, et toi aussi, tu voudras savoir. Hein. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez à peine 12 ans et qu'on vous transmet, on vous charge de cela? Est-ce que vous allez endosser l'armure ou pas? Voilà. Alors, du coup, c'est vous qui en avance sur mes questions, donc je vais changer. C'est pas grave, on peut reprendre, on peut repiquer. C'est pas grave du tout, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire, du coup? Ça y est, vous avez... Le temps que vous retrouviez, ouais. Je peux dire que dans cette histoire de démon de la connaissance, le modèle, qu'est-ce que c'est? C'est aussi bien les romans de Balzac, vous savez, où il y a tous ces personnages, Raphaël de Valentin dans La peau de chagrin, Louis Lambert, ou alors Balthazar Claes, tous ces gens qui, à un moment donné, au nom de la connaissance, envisagés comme le souverain bien, vont y laisser leur âme et s'enténébrer, justement. Hein. Et il y a aussi Camille Cambon, oui, c'est une alchimiste contemporaine. Hein. Le modèle aussi, c'est ce magnifique livre de Marguerite Yourcenar, L'œuvre au noir, et Zénon, qui est un peu médecin, un peu clerc, un peu guerrier, alchimiste avant tout, et qui est brûlé, calciné par une quête dont on ne connaît pas, et lui-même ne connaît pas tout à fait les contours, mais qui le conduira à sa perte et au grand œuvre, finalement, précisément au moment où il perd la vie. Alors, pour revenir, ce qui n'est plus une question, mais juste signaler ce que vous disiez, c'est-à-dire ce bord à bord avec les deux précédents livres et leur dimension autobiographique, et vous vous étiez inventé, alors le père meurt toujours, et là vous lui avez donné 12 ans, 12-15 ans de vie. C'est-à-dire,
vous avez inventé à votre Camille un père et des scènes de proximité avec le père qui n'ont pas lieu dans la vie. Donc ça, c'est la surface de réparation du roman, du romanesque. Et ce sont de très belles scènes que entre enfance et adolescente, je voulais que ce soit joyeux, solaire. À côté de son père, sur la plage, pendant que sa mère nage, pour une fois. Elle ne les a jamais, ils sont toujours dévorés par leur travail. On n'a pas dit sa mère est généraliste. Pendant que son père est un grand médecin, elle est de toute façon piégée parce qu'elle entend constamment ou bien la voix de son père qui dicte des rapports dans le bureau, ou sa chambre donne sur le cabinet de sa mère médecin généraliste qui lui dit de toute façon comme ça, c'est pas une mauvaise façon d'apprendre la médecine. Tu entends ce que je dis. Enfin, elle est littéralement cernée. Alors l'autre chose, donc je voulais juste dire que ces scènes sont très belles sur la plage avec la serviette, la capuche harlequin, et ces scènes de transmission qui sont d'autant plus émouvantes que nous savons par les autres livres de Sarah Chiche que ce sont là, vraiment, c'est du romanesque. C'est-à-dire, qu'est-ce que la fiction peut faire pour aller changer quelque chose au lieu du manque. Sinon, je voulais signaler, mais les grands écrivains sont comme ça, donc tout le monde est médecin, c'est comme ça. Moi qui n'aime pas tellement les médecins, avec vous, je passe ma vie à en voir, tout le monde est médecin. Hein. Chez Bernanos, qui est assez proche dans un certain sens, je voudrais en dire un mot, tout le monde est curé, tout le monde est une soutane, hein. Et chez Proust, tout le monde est homosexuel. Hein. Mais les grands écrivains sont comme ça leur permet de parler de la condition humaine. Donc je prends ce mot qui fera le lien, et je vais m'approcher de la condition humaine, ce mot qui va vers Bernanos, c'est-à-dire que vous dites c'est un sacerdoce, la médecine comme sacerdoce. Or Bernanos, pour voir dans les âmes, il prend des gens du sacerdoce, qui fait presque médecin, qui essaie parfois de ressusciter les morts. Donc est-ce que vous pouvez nous parler de cette entrée, c'est-à-dire cette espèce de choix un peu aberrant, quelles qu'en soient les origines personnelles, de tout le monde est médecin et tout le monde est surintelligent. Ça, il faut l'accepter hein, quand on le dit. Cette passion de l'intelligence, cette passion de la surintelligence. Tout le monde est médecin surintelligent. Et c'est comme ça qu'on comprend quelque chose à l'être humain. Et puis on va rentrer dans la crise de Camille. Et en même temps, on ne comprend rien, mais peut-être ceux qui savent qu'on ne comprend rien, c'est ceux qui y voient le plus clair. Ils ont beau y voir très très clair, les ténèbres sont quand même là et ils ne les ont pas vues. On se garde ça pour la suite, mais est-ce que ce que je dis vous parle un peu ? Ah oui, beaucoup. Mais en vous écoutant, Yves, je mesure à nouveau, parce que le temps de l'écriture, il faut oublier certaines choses, sinon on est trop inhibé et on ne passe pas à l'acte d'écrire. Et quand j'ai composé, quand j'ai imaginé tous ces personnages... Camille, ses parents, son parrain, l'ex-mari de Camille et même la petite fille, tous très intelligents. Je me suis dit c'est peut-être un peu gonflé, c'est d'une arrogance et d'une prétention inouïe. Et en même temps, une fois encore, il était question d'un geste, c'est-à-dire proposer quelque chose d'une érotique de l'intelligence. À une époque où parfois, malheureusement, la stupidité aime s'exhiber. Boursouflée et ivre d'elle-même. Et donc, voilà, au risque d'irriter, proposer ces personnages-là. Et c'est vrai que moi-même, ils m'ont irrité à certains moments dans la deuxième partie, Pierre et Alexandre, quand ils déroulent, vous voyez, voilà, comme je dis bien certains, hein, je ne voudrais froisser personne, mais voilà, c'est le portrait de certains jeunes étudiants en médecine, parfois... voilà, très, 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 très sûr très arrogant. Donc, je voulais les montrer dans cette outrance-là, qu'ils puissent agacer le lecteur éventuellement, tout comme ils ont agacé Jeanne la première fois qu'elle les a rencontrés dans ce cabaret, le Sol y Sombra, et qu'elle s'est dit mais qu'est-ce que c'est que ces deux abrutis, mais qu'elle décide de les suivre quand même. Je suis toujours en avance non, sur parce que cette fois-ci ça n'a plus d'importance. Ça y est, c'est bon. Donc oui, le sacerdoce, il était question du sacerdoce. Voilà, c'est-à-dire que... Il prie un moment Labrusse, il est tout perdu. C'est-à-dire que Labrusse, le chef de service, le chef de Camille Cambon, c'est quelqu'un qui est une sorte de Don Quichotte qui ne veut pas voir que
dans son hôpital, naguère splendide, les pavillons ferment les uns après les autres, il n'y a même plus de photocopieuses, il y a des lits de réa en moins de mois en mois, il y a des gens qui démissionnent. Public, oui, il y a une telle violence entre soignants que... non, il y a une telle violence institutionnelle qu'il finit par y avoir de la violence entre soignants. Et ça, c'est un fait véridique qui m'a été rapporté. Voilà, il y a un type du service de traumatologie qui mord... ça pourrait être que rapporté, c'est sûr. Et des choses-là, ça existe. Ça peut exister, mais quand vous imaginez bien que quand on en arrive là, c'est qu'on a été poussé à bout. Donc il y a ce Labrusse qui, comme Don Quichotte ne veut pas voir qu'il est dans une auberge mais croit qu'il est dans un somptueux palais, continue à croire qu'il est dans son hôpital splendide. Il y a les parents et le parrain de Camille dans leur jeunesse qui sont eux aussi des petits soldats de leur médecine. Il se dépasse, presque on va dire pas pour rien, mais il se dépasse complètement. Ça, quelque chose de bernanocien parce qu'il se dépasse complètement pour ses patients en signalant une éthique, en étant d'une rigueur et d'une dureté parfois terrible pour les gens qu'il sert. Et puis ils sont dans la mort tout le temps, comme dans Sous le soleil de Satan, il essaie de ressusciter. Ils sont les pieds dans la mort quand même. Alors c'est un livre où il y a de la mort partout. Mais vous avez raison, Labrusse est sans doute le personnage plus proche de ceux de Bernanos et Mauriac aussi. Oui. Voilà, tout à fait. Il y a Mauriac, l'araignée noire, là, vous en parlez. Et alors, puisque je dis qu'on va attaquer vraiment la partie ténèbres, mais peut-être que Labrusse peut faire transition. C'est pour me récupérer que je dis ça. Mais quand elle joue, elle le surprend, ou c'est lui. Enfin, ils ont un moment, le seul moment où il l'appelle Camille et non plus Cambon. C'est un jour où il y a eu une chose qui l'a bouleversé chez elle. Donc, il tombe le masque et en même temps, il dit cette chose terrible, le couinement. Il est réveillé, il croit qu'il est chez lui, il a entendu un bruit. Et en fait, ce bruit, c'est le bruit de la douleur d'exister dans sa tête, si j'ai bien compris. Oui, mais c'est-à-dire que ça arrive même au... Non, peut-être pas trop s'étendre sur ce détail-là, je ne sais pas, mais dire que voilà, ça arrive même au plus grand, et le portrait de ce chef de service qui entend la douleur d'exister par le biais d'un couinement qui le réveille dans sa tête. C'est sa tête. Ça, c'est bouleversant. En fait, c'est lui-même qui couine. C'est le bruit de la condition humaine. C'est le chien de Goya. Voilà, c'est le chien de Goya, en fait, c'est ça. C'est le chien de Goya sur ce fond jaune dont on ne sait pas si c'est du ciel ou du sable et qui regarde vers une transcendance peut-être toujours déjà absente et c'est nous, c'est notre condition humaine. Juste une toute petite nuance, puis après on attaque la plus dure. Moi j'adore Camille. Alors, comment elle est, elle manque l'intelligence, enfin j'adore Camille. Mais enfin, elle n'est pas complètement... Il y a les quelques moments sur ses désirs sexuels et ses pulsions sont formidables. Il faut le dire aussi, très puissant. Il y a la phrase « Ce qu'il me fallait, c'était un coït », ou la première fois entre Thomas et lui dans la salle, dans les photocopieuses de l'hôpital. C'est des scènes très fortes qui disent aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'à côtoyer la mort et le tragique en permanence, il faut une sérieuse pulsion de vie, un grand amour de la vie pour faire face. J'aime beaucoup aussi les scènes, les quelques scènes là où elle a accès, où ces pulsions sont là. Alors, on va en venir donc, à ce qu'elle a fait s'effondrer. C'est-à-dire ce Goya, Gmail, je ne sais pas quoi. Soudain, dans les milliards de mails, l'inquiétante étrangeté arrive, le plus ancien arrive, Goya vous écrit, Goya a toujours été là, il est lié à sa vie intime, à sa vie psychique, à sa vie affective, et le jour où elle reçoit ce mail, c'est aussi le jour où elle va s'effondrer physiquement. On va en dire un mot. Oui, bien, au moment où elle reçoit ce mail sur Goya, elle va avoir une attaque migraineuse avec une aura migraineuse particulièrement spectaculaire au point qu'elle va s'effondrer. Mais ça, en fait, c'est une référence à la crise neurologique qui a frappé Goya. Parce que le fond de l'histoire, au fond. Là, on allait sur la même question. Voilà, pourquoi je décide d'écrire ce livre? Parce qu'au départ, si vous voulez, avant ces histoires de médecine légale, il y a l'histoire de Goya. Je suis fascinée par l'histoire de cet homme qui, en une vie, a eu 1000 vies. Voilà un homme qui a commencé par vouloir tout faire pour plaire aux puissants, y compris épouser sans amour une femme dont la famille était plus ou moins introduite auprès de la cour, moyennant quoi il devient peintre de cour, il fait tout un tas de cartons de tapisserie.
dans lequel pointe déjà une certaine férocité, une certaine causticité, mais ça reste quand même assez, on va dire, présentable, académique. Voilà un homme qui est fasciné par les Lumières, par la Révolution française, tout en étant un grand patriote espagnol. Et puis en 1792, en pleine rue à Séville, paf, il s'effondre. Comme Camille Cambon, voilà. C'était le sens de cette... Il s'effondre et il émerge de cette attaque neurologique. On a dit crise de saturnisme ou syndrome de Suzac, on ne sait pas très bien. Vraisemblablement syndrome de Suzac. Il émerge transfiguré, sa peinture s'obscurcit. Ça va donner les capriccios, les gravures absolument incroyables où sont matérialisés les vices de son temps, mais des nôtres aussi, parce que quand on les regarde en 2023, je peux vous assurer que ça nous parle énormément de nous. Ça va donner les peintures sur les désastres de la guerre au moment des guerres fratricides entre l'Espagne et la France. Et puis il va finir par s'enfermer dans sa maison sur les hauteurs de Madrid et peindre à même les murs le cycle des peintures noires, donc le chien dont on a parlé, Saturne dévorant un de ses fils, un sabbat de sorcière, et tout un tas de choses où là, on n'est plus du tout dans l'esthétique des Lumières, mais le sommeil de la raison a engendré des monstres qui ressurgissent. Et puis il finit par s'exiler à Bordeaux, où il meurt. Et quand, des dizaines d'années plus tard, le consul passe par là, consul d'Espagne, et se dit « Ah, mais Goya, c'est vrai, est enterré là, quelle merveilleuse idée pour ma fin de carrière que de faire rapatrier le corps de notre génie national en Espagne. » Quand on procède enfin à l'exhumation, on s'aperçoit avec stupeur que le crâne de Goya a disparu. Absolument véridique. Qui l'a volé, hein? Alors, à cette époque, il y avait cette science, vous savez, la phrénologie, où on postulait qu'on pouvait retrouver l'origine de nos tares et de nos vertus sur les protubérances de nos crânes. Hein, ça annonce déjà les prémices, d'un certain eugénisme. Mais on a raconté aussi que ce crâne avait ressurgi des années plus tard dans un cabaret bordelais, le Sol y Sombra, cabaret qui a absolument existé. D'autres ont dit qu'il avait été rapporté en Espagne par un grand mécène de l'époque de Goya, le marquis de San Andrián, qu'il avait fait voler une nuit au cimetière par son valet Fieros, lequel aurait peint une vanité représentant le crâne de Goya, vanité peinte des années avant l'exhumation du corps de Goya, du corps sans tête, alors que personne n'était censé savoir que le peintre avait perdu la tête, si je puis dire. Donc c'est à partir de ce mystère qui constitue une grande énigme de l'histoire de l'art que j'ai imaginé tout le reste, en fait. J'y viens pour ça, parce qu'il y a l'histoire de Goya et la fascination que Sarah Chichantal a pour elle, mais dans le livre, c'est intriqué sans fin dans la vie de Camille Cambon, dans son origine, dans le grand mystère famille, dans le grand secret de famille qui va être levé. Tout ça, c'est Goya. Alors, pour ça, on va lire le passage que j'avais proposé de lire, où on a les ténèbres familiales et le nouage à Goya. Donc, c'est une scène, c'est la page 94. C'est un peu comme dans Proust le soir, l'enfant va se coucher et c'est la grande scène. Et on s'arrêtera sur la faire éclater, la page 96. On m'avait signifié qu'il était l'heure d'aller me coucher. Donc Camille est adolescente. Hein. On m'avait signifié qu'il était l'heure d'aller me coucher. J'avais obtempéré, mais je n'avais pas réussi à m'endormir. Ce qui s'est produit ensuite ressemble à un cauchemar. J'avais, je crois, encore faim, ou plutôt, j'étais tenaillée par ce besoin qu'ont les enfants solitaires de s'occuper la bouche et de se réchauffer le ventre. Au bout d'un moment, je m'étais donc relevée pour aller me gaver en toute discrétion de mon péché mignon, du fromage, du pain et du lait. J'avais descendu l'escalier à la lourde rampe en bois à pas de loup, gagné la cuisine, ouvert le frigo, regardé par la fenêtre le ciel où les étoiles scintillaient de tout leur éclat, et regagné l'étage, verre à la main, sandwich entre les dents. Les lumières étaient éteintes. J'avais vu une forme, presque terreuse, surgir de l'obscurité.
C'était mon parrain devant la porte de la chambre de mes parents. La première chose que j'avais remarquée, ses cheveux en bataille, son visage en sueur, le vernis grossier de son sourire. Ensuite seulement son sexe qui pendait au milieu d'une mousse de poils noirs. Devant cette apparition à laquelle il ne s'attendait pas, mon parrain était resté pétrifié dans le couloir, puis sans un mot, il était entré dans la chambre de mes parents, et la porte étroite s'était refermée sur lui. De retour dans ma chambre, j'étais allée à la fenêtre et j'avais vu maman marchait dans le jardin en chemise de nuit, pieds nus, cigarette à la main. Il y a des nuits d'enfance où l'on prend un tournant, des nuits après lesquelles on ne sera plus jamais le même. C'est ce qui m'est arrivé cette nuit-là. Les enfants ne lisent pas spontanément les livres qu'écrivent leurs parents, sont bien trop habités par l'envie de grandir, trop taraudés par la volonté de briser ce qui leur fait obstacle, les empêche de nommer le monde avec des mots qui n'appartiennent qu'à eux. Il faut un drame, un coup de couteau dans le tableau de famille qui jusque-là semblait d'une harmonie parfaite, un dégoût qui ramène les héros de l'enfance aux dimensions de marionnettes pour chercher entre les pages les réponses que les adultes n'ont pas voulu donner. Cette nuit-là, je me mis à lire pour la première fois Goya, Mystère d'un génie. C'était une histoire invraisemblable, une histoire tellement fantastique qu'elle était impossible à inventer. Mon père racontait qu'après l'exhumation du corps sans tête du peintre, le consul, tourmenté à l'idée que ce qui était devenu pour lui la quête d'une vie échoue de façon si grotesque, avait reçu un mot d'Espagne. « Envoyez Goya, avec ou sans tête ». Après moult péripéties, on avait inhumé le peintre dans l'église San Antonio de la Florida de Madrid, exactement sous les anges qu'il avait peints lui-même des années avant son exil. Il avait fallu attendre l'aube du XXe siècle pour qu'un des deux témoins de l'exhumation parle. Le peintre avait bien été enterré avec toute sa tête. On avait d'ailleurs retrouvé sa casquette fétiche lors de son exhumation. Le crâne ne pouvait donc avoir été dérobé qu'entre le jour de l'enterrement et 1849, année où un certain Dioniso Fieros, le valet du marquis de San Andrián, l'un des mécènes les plus influents de Goya pendant son exil à Bordeaux, avait peint un crâne sur lequel on pouvait voir l'inscription suivante « Crâne de Goya par Fieros ». Et selon une légende, le fils de Fieros, étudiant en médecine, avait ensuite emporté le crâne à Salamanque, où il l'aurait bêtement cassé en faisant, avec des camarades, une expérience de germination. Il l'aurait rempli de pois chiches humidifiés qui, en germant, l'auraient fait éclater. J'ai gardé l'exemplaire du livre que j'ai lu cette nuit-là. Je ne l'ai jamais rendu à mon père. Il ne me l'a jamais demandé. Alors, juste une précision, il y a eu un article, notamment dans La Croix, où la journaliste dit « Ah, mais c'est très drôle, cette autodérision là, où Sarah Chiche imagine que, selon une des hypothèses, le crâne de Goya aurait explosé lors d'une expérience de germination parce qu'on l'aurait rempli de pois chiches. » Je n'ai pas du tout imaginé ça, c'est une hypothèse absolument véridique, soulevée par Samuel Alarcon dans son documentaire sur le destin du crâne de Goya. Voilà. Mais ça m'amusait, évidemment. Ça, oui. Ça, c'est la fiction. Dans la réalité, les journalistes croient que... Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous voyez, c'était juste pour montrer, je vous laisse découvrir le livre ou le relire pour ceux qui l'ont déjà lu, comment les deux choses s'intriguent. Il n'y a pas l'histoire de Goya et l'histoire de Camille Cambon. Comment c'est noué, là, jusque dans la scène primitive la plus... c'est Combray, c'est vraiment Combray. Il y a tous les éléments de Combray, la chemise de nuit, la mer, la scène, le parrain, le même parrain. Oui. Et de cette scène, il ne sera, en tout cas dans le livre, jamais plus question entre Camille et le parce parrain. Que c'est juste un détail, enfin, en fait. C'est pas tout à fait un détail qui sort de la chambre. Mais en fait, c'est un détail, c'est un tableau de Goya, c'est un cauchemar. Mais le sexuel... est tout à fait secondaire en fait dans ce roman, mais je suis très frappée de voir que c'est souvent une des scènes qu'on me demande de lire et qui a fait forte impression.
je me suis dit, ça c'est très singulier, ça va être bien. Ben, ça dit quelque chose de cette scène, non, c'est l'arrière-scène. Enfin bref, je dirais, y compris, c'est le même parrain qui va la ramener après la mort de ses parents. Enfin, c'est-à-dire que vous voyez, cette bande qu'ils ont constituée, oui. des secrets de famille qui s'empilent oui. les uns Mais sur les autres, on ne va pas les dévoiler. Quand vous parlez des secrets de famille, dans un roman, il y a deux solutions. C'est-à-dire que soit vous racontez une scène comme ça, et après vous exposez les conséquences, et donc des années après, c'est parce que mon parrain et mes parents, etc., cette nuit-là dans la chambre, et donc c'est pour ça que je suis comme ça. Et donc voilà. Et moi, c'est absolument le genre de choses que je refuse de faire. C'est-à-dire qu'on montre quelque chose et après c'est au lecteur de se débrouiller, de surtout pas psychologiser ni saturer avec toutes sortes d'explications. Donc sitôt la porte du cauchemar ouverte, on la referme parce qu'une fois encore, bon, la scène sexuelle bien sûr est là, mais c'est pas du tout l'essentiel. Il n'y a pas que la question, c'est toute la scène qu'il y a entre ça. Comment elle est, je veux dire, comment elle va manger. Enfin, et surtout, pour moi, c'est l'équivalent de la scène de Combray, de coucher, c'est-à-dire. Pour moi, ce qui est plus intéressant, plus intéressant, c'est qu'au fond, c'est après ce pan de la vérité sur la vie des parents qui s'ouvre, c'est là où elle va commencer à lire le livre écrit par son père. C'est ça le plus important. Et au fond, qu'est-ce qui fait naître l'appétit de connaissance, la pulsion de savoir chez les enfants ou chez les jeunes adolescents? Qu'est-ce qui les fait lire? Qu'est-ce qui les fait chercher, hein? D'où s'origine une quête? Pour me donner la transition pour qu'on s'approche de la fin, puisqu'on est dans nos 50 minutes. Sur ça, dans cette transmission, il y a vraiment Camille qui veut savoir. Alors, c'est la maladie de sa famille, ils veulent savoir, ils enquêtent sur tout. Ils sont au maximum de la recherche. C'est une quête qui est une enquête. Ils font de la recherche. Ils reprennent le grand mot de la littérature moderne, c'est de la recherche, du temps perdu. Hein. On y est, y compris en allant au plus fort de la recherche. Et il y a 2 fois où elle veut savoir et où elle dit à son père, j'adore cette phrase, « Raconte-moi encore l'histoire de Goya » ou « Continue à me la raconter ». Ça scande. Et quand ensuite elle va voir Jeanne et qu'elle dit qu'elle accepte le récit de Jeanne, enfin qu'elle accepte d'entrer en tout cas dans le récit de Jeanne et qu'elle lui dit « Continuez, je veux tout savoir, continuez ». Donc c'est l'histoire de fille qui veut tout savoir et qui ne va pas en avoir chagrin, comme on dit, puisqu'elle va, y compris savoir ce que sont les plus grands chagrins. Puis encore une fois, on ne dira pas la fin, on ne dira pas ce qui se passe dans ces catacombes, dans la partie la plus ténébreuse du récit. Mais cette pulsion de tout savoir, le demander... dans 2 cas, c'est à des récits. Raconte-moi encore l'histoire de Goya et racontez-moi encore l'histoire de mes parents. Oui, et Jeanne, dans la deuxième partie, donc première partie du livre Les désastres de la guerre, qui fait donc allusion à un cycle d'œuvres de Goya, deuxième partie Le songe de la raison, hein, référence au songe de la raison ou au sommeil de la raison engendre des monstres, et où le temps d'une nuit, 2 femmes de 2 générations différentes vont se retrouver face à face à Bordeaux, et Jeanne va raconter à Camille, révéler un certain nombre de secrets, mais sur ses parents, sur son parrain, sur leur jeunesse joyeuse, sur l'alchimie de ces grandes amitiés qui ressemblent à l'amour, mais sans qu'on sache jamais si c'est un délire, si c'est un mensonge, si c'est une représentation théâtrale, parce que c'est une ancienne directrice de théâtre, si c'est strictement réel. Et je voulais, à ce moment-là, que ce soit dans une langue tout à fait différente par rapport à la première partie, qui est avec, vous voyez, des phrases plus tortueuses, beaucoup plus longues, et que la deuxième partie soit dans l'hommage au roman picaresque et au récit gigogne, à l'histoire dans l'histoire, où tout est raconté dans la langue de Jeanne. Alors on m'a dit, oui, c'est une langue très écrite, mais c'est une femme, c'est une octogénaire, c'est une femme lettrée, c'est une femme qui vient de la bourgeoisie catholique bordelaise. Donc c'est une femme qui a cette énonciation-là. Hein. Mais en même temps, c'est raconté des années après par Camille. Puis vous dites aussi, enfin quand vous avez dit, moi, c'était un peu la génération Duras, on n'ose pas rappeler à quel point que la voix de Duras à l'oral est tellement un livre. Oui, ou alors, vous savez, comme dans les films de Bresson, où les personnages parlent de façon très très écrite. Voilà. Quelques clés possibles. Alors, juste pour aller vers la fin,
Donc en fait, il faut bien comprendre, il faut bien voir que ce ne sont que 3 jours dans la vie de Camille Cambon, ce qui se passe avant et juste après qu'elle reçoive ce courriel et qu'elle descende à Bordeaux, et que toute la deuxième partie, elle écoute ce récit, tout ce que j'ai toujours voulu savoir sur vos parents, hein, sans jamais oser le demander, fait par cette témoin. Et sur l'origine du génie. Mais au bout du compte, est-ce qu'on en sait davantage sur l'origine du génie? Ça, je ne sais pas. Mais... La scène qui fait la fin de la première partie donne la seconde, et moi, exprès, je veux que vous lisiez la seconde. Voilà. Mais il y a ce que lui dit le contrôleur, puisqu'évidemment, elle est tellement dans la rêverie et dans le livre et dans la remémoration qu'elle n'a pas vu qu'on était arrivé à la gare de Bordeaux. Il faut descendre, madame. Il faut descendre, madame. Et toute la deuxième partie, je vais faire ci, que ça s'appelle de la catabase et tout ça, toute la deuxième partie, on va descendre. On va descendre aux enfers. Et là, on va aller dans l'enténébrement. On va aller vraiment... Jeanne lui explique, y compris que tout ça fait un mort, ou en tout cas une disparition. Il faut descendre, madame. Et là, elle va... c'est Jeanne qui l'amène au royaume des morts. Hein, et en parlant à une femme, on n'en a pas eu le temps d'en parler, qui connaît la mort... le trauma de la mort, hein, donc de ses 2 parents, le 15 août, hein, où le récit, à la fois, elle découvre l'amour... c'est sa première fois amoureuse, Eros, c'est le même jour que dans un nuage que vous verrez qui est terrifiant et qui est remarquablement romanesque, c'est le même jour que, avec des quiproquos incroyables, que ses parents vont mourir et qu'elle rentre en croyant que ses parents sont rentrés parce qu'elle voit une voiture, etc. Est-ce que vous pouvez juste nous dire, puis on va laisser les gens aller par là, ce que c'est que cette descente aux enfers? Mais j'aime beaucoup il faut descendre, madame. Ah oui, c'est ce qui termine, voilà, une fois encore, pratiquer l'ironie et annoncer le programme, c'est-à-dire le contrôleur on va lui dit, voilà, il faut descendre du train, et donc c'est bien une catabase, effectivement, une descente qui va avoir lieu lors du récit, où il s'agit de descendre dans les méandres de la conscience, de descendre dans les souvenirs, et puis on va découvrir que les parents et le parrain de Camille, eh ben, quand ils étaient étudiants en médecine, ils ont certes beaucoup travaillé, mais au nom de leur recherche et de la connaissance et de leur passion obscure pour Goya, ils ont voulu s'approcher au plus près de la connaissance de sa peinture jusqu'à un moment donné faire de sacrées bêtises au cours d'une autre descente dans les catacombes de Paris. Voilà. Il y a un double tropisme de la descente, puisqu'il y a la plongée. Les parents meurent de plonger, c'est-à-dire de descendre dans les abysses, et de descendre dans les abîmes familiaux, avec une autre figure, parce qu'il y a une très belle figure de femme. Il y a une 3e figure de femme, qui est la femme avant, la femme d'avant l'épouse et mère de Camille dans la vie de femme Pierre. Que le père de Camille a aimée avant de rencontrer sa mère. Voilà. Ce que Camille ignorait, bien évidemment. Voilà. Et ça m'intéressait de travailler ça aussi. Voilà, il y a un très beau portrait de cette femme tragique, qui est une Carmen tragique, qui va... Bon, je ne dis qu'on ne dirait pas la fin. Lisez-le ou relisez-le. Et puis au bout, on descend, mais au bout d'un moment, on remonte quand même, parce que c'était très important. Voilà. Qui est... voilà. Alors, mais on va pas, voilà, je pense qu'on ne va pas essorer non plus nos camarades, et on va peut-être s'arrêter. Vous nous lisez juste le petit moment sur la définition de l'alchimie, on avait dit, qui est page 148. Non, mais je peux peut-être... Ou autre chose, si vous voulez. Je peux peut-être lire la fin, vous voyez. Ouais. Ça se termine devant les arènes de Madrid, ça me ravit. Ouais. Je n'ai pas démissionné et il ne m'a pas paru opportun de retourner avec Thomas. Je n'ai pas tenté non plus quoi que ce soit avec ma collègue Pauline, mais le monde est vaste et grande est ma soif de vivre. En revanche, le chat de Jeanne a instantanément adopté ma fille. Ce jour, il file toujours le parfait amour. De retour à mon poste, il me sembla évident que je ne devrais jamais avouer à Henri de la Brusse que j'avais rencontré sa sœur, ni tout ce qu'elle m'avait raconté. Et comme il se comporta avec moi selon son habitude, je supposais qu'elle ne lui avait rien dit non plus, ou bien qu'elle lui avait tout dit, et qu'il souhaitait que je me conduise avec lui comme si je ne savais rien.
Comme toujours, avant de partir en vacances, le directeur de l'hôpital nous annonça qu'une réunion décisive aurait lieu à la rentrée. Et comme toujours, nous savions qu'il n'en sortirait rien. 2 mois passèrent. Un moment, je vis la Bruce vêtue de noir. Un entrefilet discret dans la rubrique nécrologique d'un quotidien du soir me confirma que Jeanne avait mis son projet à exécution et s'était évaporée de la surface du monde. Peu de temps après, la Bruce présenta sa démission. Toutes sortes de rumeurs coururent. Je savais que la vérité était tout autre. Une fois encore, je ne dis rien. Et on va passer un petit peu, mais je voudrais tout de même, voilà, ce que je fais jamais, je vais vous lire une partie de la fin. À certains, le geste de Fieros paraîtra insensé, mais à celles et ceux qui vivent dans la tyrannie des idées, connaissent la finitude du corps mais ne se résignent pas à celle de la pensée, n'appartiennent plus au monde à force d'être asservis par le démon de la connaissance à s'en brûler le sang, espèrent trouver dans une masse d'1 kilo de graisse, d'eau, de protéines, de glucides et de sel la clé de l'esprit derrière les peintures noires ou la théorie de la relativité, s'absorbent dans la contemplation d'une pierre, se damnent pour la composition chimique d'un pigment bleu, pour un couloir secret dans une pyramide ou pour un crâne volé 2 siècles avant leur naissance, l'écho tragique de ce grand œuvre semblera limpide. Ce génie qui avait hanté ses travaux et ses jours, ce génie que son maître Saint Andréane vénérait au point d'avoir volé son crâne, ce génie que Fieros révérait tout en maudissant son maître de tant l'aimer, et Goya d'avoir su explorer tous les plis de nos âmes depuis nos rêves solaires jusqu'à nos hantises ombreuses, avec un talent que lui, Fieros, n'aurait jamais. Ce génie dont mes parents, mon parrain, tous ces savants et ces artistes avaient tenté de cerner l'origine, dans l'espoir de savoir ce qui lui avait ouvert les portes de l'immortalité. Ce génie venu des Lumières qui en avait peint tous les éclats, les espérances et les disgrâces, toutes les laves et toutes les cendres, ces génies dont les œuvres, arrachées au désastre des guerres, préservées des caprices des hommes et de la censure, continuaient d'éclairer nos jours de leur intense opacité. Ce génie venu d'un monde ancien, essentiel à notre monde et à celui qui viendrait encore, ce génie serait enfin à lui, avec lui, rien qu'en lui, pour la vie d'après nos vies, la vie sans plus d'amour-propre ni d'orgueil, la vie enfin éclaircie de ses mystères, la vie éternelle. D'un coup de marteau, Fieros fracasse le crâne du peintre. Il en choisit un éclat, le glisse dans une fiole de verre. Il ouvre toute grande la bouche et avale la fiole à vide. La douleur fuse, prélude à l'occlusion intestinale. 3 jours plus tard, il met ses plus beaux habits, s'aventure hors de chez lui. Les feux de la Saint-Jean enflent petit à petit dans la ville battue par les vents. On y fait griller des sardines ou brûler des bouquets d'herbes qu'on accroche aux portes des maisons. Il marche, sous les balcons ornés de linge immaculé. Une longue ligne dansante et gloussante d'enfants, affublés de masques au rictus grotesque, surgit de la pénombre, s'enroule autour de lui. Tous les mondes que l'esprit humain saisit et tout ce qu'il reflète d'inconcevable se précipite dans sa tête. Il chancelle, respire par saccades. La soif lui assèche les lèvres, lui racle le gosier. Des tambourins frissonnent, une procession approche. Le vacillement des flammes des cierges bat dans ses yeux comme un pouls filant. La pulsation des tambours et le grincement des flûtes augmentent, enflent encore et encore à lui percer le crâne. Et soudain, il ne les entend plus. Ce n'est pas la fin, mais le commencement, plus un bruit, pas même un chuchotement, mais le ruissellement d'un immense flot de couleurs qui le traverse et qu'il traverse, dissous dans les pigments. Il suffoque. Une bouillie noirâtre lui sort de la gorge, mais tout ce noir répandu sur ses mains n'est plus obscur. Il luit comme un fleuve d'or. Le 28 juin 1894, on le retrouva au pied des arènes de Madrid, écroulé et tout raidi, face tournée vers le soleil. Il souriait. Je vous remercie. Merci du cadeau de la dernière lecture.
Et je suis très, très content qu'on s'arrête comme ça, sur ce sourire de la mort devant les arènes de Madrid. Vous pouvez tout à fait dialoguer un peu avec Sarah. Si vous avez des questions, sinon on se retrouve pour un petit temps de bien, lecture ou des remarques. Ou des... Mais c'est pas une obligation. De ne pas poser une question à Alain Weinstein. Sarah Chiche, est-ce qu'un écrivain, c'est quelqu'un qui avale un post-it tout cru? Ah oui. Ça, c'était du temps de Alain. Oui. Vous avez parlé des 1000 vies de Goya. Oui. Inès est confrontée à un secret. Est-ce qu'on sait quel genre d'amitié amoureuse il y a eu entre la duchesse d'Albe et Goya? Ah, ça c'est une grande, grande question. Alors certains prétendent, c'est très bien vu, c'est fort bien vu, madame, certains prétendent effectivement qu'il y a eu une liaison entre la duchesse d'Albe et Goya. D'autres disent que Goya était éperdument amoureux de cette femme, qu'il est allé jusqu'à le loger, mais qu'il ne s'est rien passé de charnel entre eux, quand bien même il l'a représenté dans certaines gravures tout à fait dénudée. Toujours est-il qu'on raconte qu'elle l'a pris, qu'elle l'a laissé, repris à nouveau auprès d'elle, et que c'est ce qui lui aurait fait perdre la tête une première fois. Mais en effet, on ne sait pas avec certitude. C'est vrai que l'hypothèse est follement romantique. Ça, à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je vais explorer davantage cela dans le roman? Et finalement, comme vous l'avez compris, voilà, les mystères de l'amitié amoureuse. Mais c'est comme... le lien qui unissait Goya à son ami Martine Zapater. Quand vous lisez leur correspondance, ils s'écrivent des choses quand même où on se demande, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y avait exactement entre ces deux-là? Mais d'autres disent, oui, les hommes d'un certain milieu, à la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe, pouvaient s'apostropher de telle façon. Mystère, une fois encore. Bon, peut-être qu'on peut se retrouver. Très bien. Voilà. Alors merci encore. Merci de votre Merci venue, à vous. Sarah. Merci de votre présence. Merci beaucoup, Yves. Le livre de Sarah Chiche, Les Alchimies, est publié aux éditions du Seuil. Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée le 29 septembre 2023 à la librairie Ombre Blanche, réalisée et mise en onde par Radio Radio, en collaboration avec Radio Radio Plus et Radio Terre.